Bonjour les petits enfants, c'est Clo le Claude. Alors, les amateurs d'horreur et de surnaturel, cela vous dirait que je vous lise des histoires d'horreur? Eh bien, vous êtes chanceux, car je vais vous en lire deux. Oui, deux. Tirés directement de ce petit livre, écrit par Pierre Bellemare et Jean-Marc Épinay, qui s'intitule « Ils ont vu l'au-delà ». Les histoires étranges du XXe siècle. Dans ce petit livre, il y a 60 histoires vraies, et pourtant étonnantes. Ce sont des histoires courtes, et j'ai donc décidé de vous en lire deux. Sans plus attendre, la première histoire s'intitule « La Dame d'en face ». Cette histoire s'intitule La Dame d'en face. Marie-Louise Berthollet est satisfaite. Son déménagement s'est bien passé. Elle a réussi à vendre les meubles qui ne pouvaient pas se trouver place dans son nouvel appartement. Elle a gardé les tableaux auxquels elle tenait le plus. Son 2 pièces est agréable et spacieux. Il donne une cour intérieure qui paraît calme à souhait. En bas, les arbres, des fleurs et des oiseaux. Elle caresse Mitsu, sa chatte siamoise, sa seule compagnie depuis que ses 2 enfants ont pris leur vol. Alors, Mitsu, tu crois que tu vas te plaire ici? On sera bien toutes les deux. De l'autre côté de la cour, des fenêtres anonymes, des rideaux. Au bout de quelques mois, Marie-Louise a repéré quelques visages pour la plupart féminins. Mais le bâtiment d'en face est trop loin pour que cela se justifie des saluts, même muets. On frappe à la porte de l'appartement. Oui, qui est là? C'est Madame Dubar, la concierge. Marie-Louise ouvre sans méfiance. Or, une aventure étrange arrive chez elle en même temps que la concierge. Voilà, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un message pour vous. Un message? Et de qui donc? De la dame qui habite juste en face de chez vous dans l'autre bâtiment. Ah bon, juste en face. Je ne vois pas de qui il s'agit. Marie-Louise va jusqu'à sa fenêtre et soulève le voilage. En face, il y a plusieurs fenêtres. La fenêtre au même étage, là où il y a un store vénitien? Oui, Madame Berthollet, celle-là, où il y a un géranium. Elle n'a pas une bonne mine, ce géranium. Bon, eh bien, la dame qui habite là est en train de mourir. Elle voudrait vous voir. Pauvre femme, me voir? Et pourquoi donc? Est-ce que je n'ai jamais vu? Vous a-t-elle dit ce qu'elle me veut? Pas vraiment. Vous savez, je ne la connais pas trop. Mais avec sa concierge, nous nous relayons pour l'aider, lui faire ses courses, son ménage. Elle ne va pas bien du tout. Bon, si elle veut me voir, j'irai. Cela ne m'enchante pas spécialement, mais si vous pensez que ça peut l'aider en quelque chose, à votre avis, vers quelle heure puis-je y aller? Je viendrai vous chercher à 5h30 et je vous accompagnerai. Elle se nomme Mademoiselle Suba. Le soir même, Marie-Louise Berthollet pénètre sur les pas de la concierge chez la pauvre Mademoiselle Suba. Celle-ci est étendue sur son lit, toute vêtue de noir, ce qui accentue la pâleur de son visage. Ses cheveux, qui furent sans doute très bruns, sont gris et ses yeux entourés de grandes cernes. Je vous
Merci d'être venu me voir. Je tenais absolument à vous dire combien je regrette. Vous regrettez? Et que regrettez-vous? Je regrette tout le mal que je vous ai fait. Vous m'avez fait du mal. Vous? Et pourquoi? Et quand? La dame en noir pousse un grand soupir mais ne répond pas. Marie-Louise insiste. Excusez-moi, mais quel mal m'aviez-vous fait? Je ne me suis aperçu de rien. L'autre se décide à parler. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que j'habite l'appartement que vous occupiez aujourd'hui et j'ai dû le quitter à cause de vous. Vous êtes certaine de ce que vous dites? Quand l'agence m'a proposé cet appartement, ils m'ont bien dit qu'il était entièrement libre depuis au moins 3 mois. La preuve, c'est qu'il a été refait à neuf. Marie-Louise n'en saura pas plus aujourd'hui. De toute évidence, la dame en noir est épuisée. La concierge intervint. Ne vous fatiguez pas, nous allons vous laisser. Je reviendrai dans une demi-heure et je vous apporterai un bon bouillon et un petit pâté. En revenant vers l'autre bâtiment, elle précise. Cette histoire d'appartement est complètement fausse. Elle a été expulsée parce qu'elle ne payait pas le loyer depuis des mois. Rien à voir avec vous. Mais vous savez, cette demoiselle Suba, c'est un drôle de personnage. À la visite suivante, mademoiselle Suba dit à Marie-Louise. Moi aussi je suis voyante. Je tire les cartes. Vous m'avez volé mes clientes. Alors je vous ai maudite et j'ai maudit vos enfants. Marie-Louise, qui en effet tire les cartes à ses moments perdus, se raidit. Vous avez maudit mes enfants? Mais de quel droit? Que vous ont-ils fait? D'ailleurs, ils ne sont venus me voir que 2 fois depuis que j'habite ici. Ils m'ont jeté des sorts. Vous êtes folle, alliée. Mes enfants? Vous jetez des sorts? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La dame en noir précise. Rassurez-vous, je n'ai pas réussi à les atteindre. Pourtant, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis venu chez vous, je vous ai souvenez pas. Marie-Louise, encore rouge de colère, éclate. Vous, chez moi, quand ça? Vous m'avez gardé les clés, vous êtes introduite chez moi en mon absence. Alors ça, c'est le bouquet. Et que veniez-vous faire chez moi? Mais non, pas en votre absence, vous étiez là. Vous ne vous souvenez pas? Marie-Louise a du mal à respirer. Est-ce l'atmosphère de cette chambre mal aérée? Est-ce le relent de médicaments? Mademoiselle Suba poursuit d'une voix un peu éteinte. Vous ne vous souvenez pas, au printemps, une nuit? Marie-Louise se souvient soudain d'une visite étrange. Au printemps? Ne me dites pas. La chatte, c'était vous? En posant cette question, Madame Berthollet se remémore en effet un incident étrange. Au mois de mars, elle était seule chez elle en compagnie de Mitsou, la chatte siamoise. Soudain, Mitsou s'était dressée sur ses 4 pales. Le poil hérissé, affolant comme une diablesse. Puis elle avait sauté sur le lit et s'était cachée derrière sa maîtresse. Elle ne se comporte jamais ainsi, même pas devant un chien aussi gros soit-il. Sauf si elle voit une autre chatte. La jalousie sans doute. Mais là, il n'y avait pas de chatte visible. Étrange. Le lendemain matin, Marie-Louise, avant même, racontait cet incident à la concierge. Vous vous rendez compte, mes fenêtres étaient fermées et pourtant Mitsu, voyez, une chatte, elle était terrifiée. Je suis au 4e étage. Comment un animal pourrait-il arriver chez moi, ne serait-ce que sur le rebord de ma fenêtre? J'ai ouvert tous mes placards pour voir si une chatte n'était pas cachée à l'intérieur. Le plus bizarre, c'est que l'incident s'était reproduit 3 soirs de suite, à la même heure, avec Mitsu toujours aussi furieuse et terrifiée devant une chatte fantôme. Marie-Louise avait fini par brûler de l'encens dans son 2 pièces et l'étrange visite avait cessé. Aujourd'hui,
Marie-Louise avait un petit frisson rétrospectif en y repensant. Répondez-moi, la chatte, c'était vous? Marie-Louise a entendu parler de ces légendes de femmes qui se transforment en chatte, en louve, en chauve-souris. Mais quand même, nous sommes au XXe siècle. 2 jours plus tard, la concierge, Madame Dubar, vient frapper chez Marie-Louise. Vous savez, la dame d'en face, mademoiselle Suba, eh bien, elle vient morte hier. Ah, c'est bien triste, mais je ne peux pas dire que je la regretterai. Le lendemain, nouvelle visite inattendue. Cette fois-ci, c'est une inconnue qui est sur le palier. Immédiatement, Marie-Louise lui trouve une ressemblance avec la voisine d'en face. En effet, elle se présente. Je suis la sœur de mademoiselle Suba qui vient de mourir. Je vous ai apporté des papiers qu'elle désirait vous remettre. La dame tient dans ses bras 2 tiroirs de bureau pleins à ras-bord de papier en vrac. Entrez donc, je vous prie. Votre sœur désirait me donner des papiers lui appartenant. Et à quel titre, je vous prie? Elle désirait vous voir dispositaire d'un héritage, d'une tradition. La sœur de mademoiselle Suba prend place et devant une tasse de thé raconte une histoire troublante. Nous étions 3 sœurs. Amélie, l'aînée, moi, Suzanne et la cadette Aurélie que vous connaissez. Bien plus jeune que nous, Suzanne et moi-même étions déjà de bonnes élèves, studieuses et posant aucun problème, alors qu'Aurélie était encore à l'âge du baba. Nos parents étaient honnêtes bourgeois. Nous avons très peu de contact avec notre grand-mère maternelle, une femme plutôt étrange qui vivait seule à Poitiers. Un jour, elle arrivait chez nous sans se faire annoncer. Mes parents n'appréciaient guère les visites impromptues, mais nous avons un grand appartement, boulevard Suchet, et donc l'espace suffisant pour la recevoir quelques jours. Un soir, après dîner, notre grand-mère déclare à mes parents: « Je suis venue vous emmener Aurélie. Je l'ai choisie. C'est à elle que je dois transmettre l'héritage. » L'héritage? L'héritage spirituel dont je suis détentrice. Elle a emmené Aurélie, et celle-ci est sortie de notre vie. Je n'ai renoué de contact avec elle qu'il y a quelques mois à peine. Elle vivait déjà en face. Elle m'avait parlé de vous. Elle me disait: « Je la hais, mais je ne peux rien contre elle. Elle est plus forte que moi, car elle donne de l'amour. Moi, je ne peux pas. Voilà pourquoi je vous remets ces papiers. Faites-en ce que vous voudrez. » Une fois la visite repartie, Marie-Louise se met à trier les papiers en question. Elle découvre un rituel de magie intitulé « Les commandements du maître » et toutes les formules qui permettent de se changer en loup, serpent et chat. Le jour même, Marie-Louise le brûle. Alors, j'espère bien que cette petite histoire vous a plu. Et qu'elle vous a fait frissonner. Sans plus attendre, je vais vous lire la 2e histoire qui s'intitule Le théâtre de l'angoisse. Le théâtre de l'angoisse. Nous sommes dans les années folles. La Grande Guerre laisse encore des traces et Paris essaye de s'étourdir pour oublier cette boucherie. L'heure est au plaisir, aux fêtes et au spectacle. Dans un somptueux hôtel particulier, un banquier mondialement connu reçoit un maître bâtisseur dont il apprécie tout autant les audaces que le savoir-faire. « Mon cher Sarkouli, j'ai l'intention de construire un théâtre qui soit l'un des modèles du genre. J'ai pensé à vous pour en dessiner les plans. Votre prix sera le mien. » L'architecte Sarkouli se sent flatté par les attentions du baron de R. Le nom seul de cet homme, aussi riche que généreux, signifie million. En francs or, nous sommes en 1926 et le théâtre ne sera vraiment terminé que 3 ans plus tard. La pose de la première pierre donne lieu à une petite cérémonie présidée par le baron. On fait un discours
où l'on prie les muses d'être de bonnes marraines. Puisse Euterpe, la muse de la musique, nous inspirer de la bonne. Que Thalie, la comédie, inspire nos auteurs les plus doués, sans oublier Mélophène, la tragédie, et sa sœur Terpsichore, aujourd'hui représentée par le plus belle danseuse de Paris, Erato et Poligny, Calliope, musée d'Éclairance. À l'heure du spectacle inaugural, l'assistance choisie ne peut se répandre en commentaires admiratifs. Quelle machinerie! C'est merveilleux, magique. Et les éclairages, j'en ai jamais vu aussi subtils, même à New York. Une dame à collet de velours pose une question. Et s'il y avait sur cet emplacement, qui avait-il? Le poète scribe a vécu ici, il y a plus de 400 ans. Et il a fait plus de 400 pièces. C'est de bon augure pour un nouveau théâtre. Avant lui, jusqu'à la Révolution, un terrain avait abrité des maîtresses, un bon nombre de gentilshommes et d'évêques. Des évêques? Quelle époque! Ces petites personnes étaient toutes danseuses ou comédiennes. Cela aussi est de bon augure pour un théâtre. Eh bien alors, longue vie et succès au théâtre Pigalle. Et les coupes remplies de champagne s'entrechoquent. Personne ne se doute que l'on trinque sur un volcan ou quelque chose d'aussi maléfique. La pièce qui a inauguré le théâtre ne remporte pas le succès escompté, pas plus que celle qui suit. D'ailleurs, la compagnie de Gaston Paty loge un moment au théâtre Pigalle, puis elle part ailleurs. Pourquoi? On dit que ce théâtre porte la poisse aux auteurs qu'ils veulent s'y installer. Le baron est du genre optinâtre. Il a les moyens, il est décidé pour tout faire pour que son théâtre remporte du succès. Mais rien n'y fait, ni la publicité, ni la renommée des comédiens. Le public boude, on organise une conférence entre administrateurs. La raison de notre échec, est-ce que ce théâtre est trop intellectuel? Cela ne va pas pour le quartier. Ce qu'il nous faut ici, c'est un spectacle vraiment populaire. D'abord, il ne faut pas montrer de pièces trop sérieuses. La guerre est encore proche, le public veut rire. Spécialisons le théâtre Pigalle dans le genre comique. Faire un four avec une tragédie, c'est bien triste. Mais avec une comédie, là, c'est plus que vexant. Le public parisien aboude les comédies. Hilarante et bien parisienne du théâtre Pigalle. Nouvelle réunion au sommet. Mais bien sûr, la comédie, ce n'est pas assez. Nous allons nous spécialiser dans l'opérette, dans la comédie musicale. Il nous faut des entraînants, des chanteuses pulpeuses. Rien n'y fait. Les chanteuses pulpeuses regagnent tristement leur loge pour apprendre la mauvaise nouvelle de la bouche du directeur. Mes enfants, cela ne marche pas. Dans une semaine, on arrête. Nouvelle réunion d'urgence, nouvelle proposition. Ce qui va attirer le public, ce sont les nouveautés techniques des spectacles du jamais vu. Oui, parfaitement. Tenez, je suis certain que si nous faisions des spectacles de lumière noire, les gens vont assaillir la boîte à sel. Effectivement, tout est mis en œuvre pour attirer les foules, mais rien n'y fait. Une sorte de malédiction semble barrer la porte du théâtre. Mais enfin, bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pour les faire venir? On ne peut pas dire qu'on n'a pas tout essayé. Le plateau tournant et montant. Vous en connaissez un autre à Paris? Je vous demande un peu. Et les changements de décor à vue. Vous en voyez un autre théâtre capable de vous mettre autant sous le nez? C'est vraiment donner la confiture à des cochons. Bon. Essayons encore une fois quelque chose de nouveau. La nouveauté choisie devrait être le clou de la saison théâtrale de l'année de 1931. Les affiches fleurissent sur les murs de Paris. Nouveau spectacle au théâtre Pigalle, la saison japonaise. Le bouche-à-oreille parle d'un entraînement qui transportera les spectateurs au pays du soleil levant. Le Japon, c'est fait. Des indiscrétions savamment oscartrées courent dans Paris. Berthaumieux a pu jeter un coup d'œil sur les maquettes et les décors sera absolument féerique. Et les costumes? Des couleurs inouïes,
Les danseuses ont un maître de ballet qui arrive directement de Nagasaki. La salle sera entièrement décorée de bouquets de chrysanthèmes. Des chrysanthèmes? Quelle drôle d'idée. Ça va faire terriblement Père Lachaise. Vous croyez? Mais comment faire autrement? Le chrysanthème est la fleur nationale du Japon. Mais chrysanthème ou pas, kimono ou pas, les danses japonaises et les gracieux mouvements d'éventail n'attirent pas le public. Un échec de plus. Quelle peut être la raison de cette guigne perpétuelle? Certains savent, et certains savants sont attentifs à une théorie scientifique. Selon eux, la présence d'une eau souterraine sous un immeuble est susceptible d'influencer sur le destin des habitants. Les radiesthésistes, habiles à détecter la présence des puits dans les lieux les plus arides, sont du même avis. De toute manière, les eaux souterraines ne sont jamais neutres. Elles charrient souvent les radiations nocives au sol. Certaines eaux sont radioactives et émettent alors des radiations verticales. Leur action est assez semblable à celle du radium et les habitants se trouvent alors logés dans des maisons à cancer. Il ne leur reste plus qu'à déménager au plus tôt pour retrouver leur santé et leur joie de vivre. Les pièces de théâtre peuvent-elles être cancéreuses? En tout cas, en 1956, 30 ans après la pose de la première pierre, le théâtre Pigalle est livré à la pioche des démolisseurs. Quand on pense que cela a coûté... Il paraît que le baron y a englouti 50 millions. J'y suis allé une fois, il y a des années. C'était magnifique, nous avons passé une soirée inoubliable. Une seule fois? Pourquoi y êtes-vous allé? Jamais retourné. Vous habitez presque en face. Ma foi, je ne sais pas. On disait, tiens, un nouveau spectacle. Ça a l'air vraiment bien. Et puis, au dernier moment, on n'arrivait pas à se décider. Il faisait trop chaud ou trop froid, ou bien on avait un empêchement de dernière minute. On se promettait, oh, on ira la semaine prochaine, et quand on allait pour prendre les billets à la place, la pièce était déjà retirée de l'affiche. Le théâtre faisait relâche, ou bien il était en répétition pour le spectacle suivant. Alors on disait, cette fois on ira, mais on attendait de voir les premières critiques. Et au bout du compte, nous y sommes allés qu'une seule fois en 30 ans. C'est vraiment dommage. En tout cas, c'est surtout dommage pour le baron milliardaire. Chef, venez voir, on dirait qu'il y a un puits là-dessous. Le chef de chantier s'avança vers la pelleteuse qui vient de soulever une plaque de ciment à l'emplacement du sous-sol du théâtre. Ouais, c'est bien un puits. Rien qu'à en voir l'appareillage, ça ne date pas d'hier. C'est ce que vient de confirmer l'érudit du quartier, Monsieur Amelot, qui collectionne toutes les anecdotes concernant le 9e et le 13e arrondissement de Paris. Autrefois, je vous parle d'ici il y a 200 ans. Cet endroit était là, à la campagne. On y construisait des folies, c'est-à-dire des petites villas où des riches gentilshommes entretenaient des petites danseuses. Le puits doit dater de cette période, quand tout était rempli de jardins de fleurs. Le responsable de la démolition écoute d'une oreille distraite. Monsieur Amelot continue, les yeux perdus dans son rêve du passé. Ici, d'après mes recherches, il y avait une maison à 2 étages avec des écuries. L'occupant des lieux se nommait Mademoiselle Dorine. Elle était comédienne et venait d'Italie. Elle passait de plus de temps qu'au lit que sur les planches, mais il semble qu'elle avait de plus d'un talent que la galanterie pour la comédie. Un soir, Dorine, lassée par la jalousie d'un de ses amants, le chasse de ses ailes avec fracas. Elle lui lance quelque chose dans le genre « Allez, disparaissez de ma vie, je suis là de vos querelles ». La légende raconte que l'homme, un prince grec, serait revenu au cours de la nuit et se serait introduit discrètement dans le jardin. Il aurait versé dans le puits un élixir destiné à porter malheur. Ah bon, monsieur Amorello, vous croyez à ces sornettes? Toujours est-il que depuis ce jour-là, mademoiselle Dorine, qui perd sa chance. Bientôt, ses riches amants se font rares, sa beauté se détériore. Son visage est grêlé par la petite vérole et elle finit misérablement ses jours à Versailles, logée par charité dans les dépendances de l'hôtel particulier
d'un de ses anciens amants. Est-ce à cause de cet ancien puits que le théâtre Pigalle et ses petites danseuses ont connu le malchance? On peut encore se poser la question. Les habitants actuels sont-ils heureux ou malheureux? Il faut en tout cas espérer que le fait d'avoir comblé le puits a interrompu la malédiction du jaloux. Et voilà. J'espère aussi que cette histoire vous a fait frémir et vous a fait poser des petites questions sur le théâtre Pigalle. Peut-être que certains enquêteurs du paranormal iront faire une enquête là-bas lors de leur détour à Paris. On ne sait jamais. Ça peut être tourner mal l'explication. Bref, ainsi se termine cette petite soirée sur ce livre. Je pense revenir bientôt pour vous lire une autre histoire. Le temps peut-être de nettoyer les gants quelque peu tachés par le sang d'une de mes victimes, et aussi de matérialiser mon visage qui se cache encore sous un masque comme ça tient chaud. Mais excusez-moi, je ne suis pas présentable, je suis défiguré, mais c'est pas grave. La choix d'être un revenant zombie. Bref. Sur ce, moi je vous laisse, et je vous dis au revoir.